Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'On va vous réveiller. On était en train de discuter avec Michel Serra de la carte de fidélité que nous allions préparer à notre invité du jour, puisque d'habitude il vient aussi beaucoup pour parler des autres, des gens qu'il reçoit dans son hôtel pour donc des cafés littéraires grandeur nature avec rencontres d'auteurs, conférences, etc., etc. Et puis là, on va aujourd'hui quasiment exclusivement parler que de lui, cher Michel. De lui et de son livre. Eh oui, alors présentez-nous Pascal Marmé, si encore... Alors Pascal Marmé, il s'est donné à l'écriture depuis quelque temps finalement. Hein. C'est une vocation tardive, si on peut dire. Enfin bon, tardive. Voilà. Donc et puis là, il est rentré là-dedans avec une espèce d'enthousiasme extraordinaire, un côté juvénile d'ailleurs, qu'on voit dans son écriture. Hein, voilà. Donc là, il vient de sortir après, si tu savais, le roman à Grasse, là, dans le monde du parfum, etc. Bon, il vient de sortir À la folie. Et alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, parce que à tous les sens du terme. D'abord, c'est un vrai roman d'intrigue, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, il se passe quelque chose d'imprévisible par le lecteur, et qui tout d'un coup va rechanger toute l'histoire à nouveau. Alors on repart sur de nouvelles pistes, les gens se croisent, et, bon, voilà. Et jusqu'à la fin, c'est à chaque fois une orientation nouvelle, une bifurcation. Alors ça, c'est très très bien construit. Ensuite, c'est un roman d'intrigue parce que il y a l'objet écrit qui fait mystère. Hein. C'est toujours la lettre perdue. Bon, alors là, il s'agit de cahiers, de mémoires, de 12 cahiers qui vont raconter une histoire, semble-t-il. Mais bon, et en mourant, la personne a dit que chacun de ces cahiers devait aller à une des personnes. Et puis voilà que ces cahiers se promènent. C'est un roman absolument impossible à raconter. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la troisième chose qui est très intéressante, c'est que les personnages sont bien campés, très agréables. Il y a beaucoup de filles, parce que Pascal Marmé, il a quand même l'art d'écrire les filles. Il sait même tout sur la mode. Là, il m'a complètement bluffé parce que bon, moi, j'ai pas de jeunes filles de cet âge dans mon entourage et je ne sais pas très bien quelles sont les marques à la mode. Mais lui, il a pris des notes, il est allé voir tout ce qui se vend, tout ce qui se porte, tout ça. Voilà, il se documente. Donc on y est en plein. Voilà. Donc c'est à la fois très agréable, très vivant, très fort. Hein. Il y a des scènes un peu dures quand même. Hein. Mais c'est pas vraiment un polar dans le sens traditionnel du terme. C'est pas l'enquête policière qui est intéressante. Et le policier, bien qu'il fasse une grosse bêtise à la fin, mais je vous dirai pas laquelle, est un policier efficace, quoi, qui découvre le poteau rose et qui ne cherche pas à poursuivre à tout prix un candidat à la délinquance qui ne l'est pas. Voilà. Donc c'est un... Alors, je ne sais pas très bien comment vous raconter l'histoire, sinon qu'on est embarqué de chapitre en chapitre dans de nouvelles rencontres, de nouvelles éléments de l'histoire. Il va falloir l'arrêter un moment, l'ami Michel, parce que sinon il va nous manger toute la première partie, il est gourmand. Alors, vous défendez quand même l'intitulé polar autour de cette histoire. Alors, un polar, vraiment si on parle d'un polar c'est issu autour d'un policier avec une enquête, etc. Et c'est, je dirais plutôt un thriller. Mais je dirais un thriller psychologique et moderne, et je dirais aussi un thriller amoureux, parce que l'amour est partie quand même intégrante de ce livre. Même s'il y a de l'action, il y a de la violence, etc. Tous les thèmes du polar sont convoqués, parce qu'on a un enlèvement avec une séquestration de personnes pendant plus de 10 ans quand même. On a un cambriolage, plusieurs cambriolages. On a un meurtre. On a la magie du milieu de la mode, une croisière à haut risque. On va voir de quelle façon ça va se terminer. On a tout un tas de choses comme ça, assez violentes, assez importante, mais le policier qui s'appelle le commissaire Turnell n'est qu'un personnage vraiment secondaire du livre. Au moment où il faut qu'il arrive, mais il fait une enquête, mais bon, son enquête, je l'ai voulu un petit peu neutre d'ailleurs, ce commissaire. Il est vraiment neutre. Donc c'est pas lui le héros principal du livre. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal, si on me demandait quel est le héros ou l'héroïne du livre, j'aurais beaucoup de mal à le dire, parce que il y a 6 ou 7 héroïnes. On a Johanna, qui est un personnage donc assez amusant, ce qui nous permet d'avoir une petite soupape de sécurité, parce que vous savez, quand les choses sont trop violentes, trop dures, on a besoin d'un petit peu d'avoir une soupape de sécurité, on a besoin de rire un petit peu. Et ce passage avec le milieu de la mode où elle force les portes d'un magazine prestigieux que j'ai nommé Elle avec un grand L, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est téléphoné quand même. Oui, mais pour pas utiliser
utilisé, bon bah là, le personnage de Valérie Trianon est fortement inspiré de la directrice de rédaction du magazine. D'ailleurs, je lui ai envoyé le bouquin, j'espère qu'elle me fera un petit article dans le magazine. On sait jamais. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, puisque vous aimez beaucoup les nouvelles technologies, mon cher Michel, c'est à des endroits comme ici, alors on voit pas bien, mais on a carrément la typologie de l'email. C'est-à-dire que on a une retranscription pardon, des emails. Alors on a deux, clémencedeclavry@gmail.com à winter@hotmail.com. Voilà, petit clin d'œil, mais n'essayez pas d'écrire quelqu'un. Ça ne marche pas. Ou alors, c'est des adresses fortuitement. C'est quand même un livre qui est fondé sur les manipulations génétiques, qui sont quand même un des éléments importants aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, au départ, il y a un médecin, semble-t-il, génial, enfin, qui a réussi à trouver quelque chose et qui va forcer des femmes à être des sources de son expérimentation. Voilà. Donc c'est de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'est un livre moderne. Hein, c'est un livre ça c'est pas, il y a pas de vieillerie. Tout se passe aujourd'hui. Les filles sont bien de ce temps. Elles sont typées chacune. Enfin bon. Donc voilà. Moi, ce qui m'a le plus étonné, je le dis, c'est cette aptitude à faire rebondir de chapitre en chapitre cette histoire. Voilà. Et alors là, je voudrais savoir comment ça c'était tricoté avant, il y avait le patron avant, comment ça s'est fait ça. Ah oui, c'est vrai, bonne question. Michel. J'écris toujours mon plan à la main, oui, c'est vrai, c'était quand même, l'intrigue était tricotée avant, j'avais étudié un petit peu, mais parce que je voulais que tout s'embrique, tout soit cohérent aussi, parce que, bon, après, il y a le style de l'écriture. J'écris toujours ce que j'appelle un monstre, un premier jet, et à ce moment-là, j'essaye, il faut que l'intrigue tienne la route, parce que sinon on ne sait pas où on va à partir du moment. Après je relis, je corrige, et mon éditeur m'a fait rajouter 30 pages parce qu'il trouvait que l'histoire était trop courte. Oui, mais il en avait fait enlever avant. Oui, il en avait fait enlever 50, donc ça correspond à peu près maintenant, je crois qu'on est... Alors Michel, vous avez découvert ce que c'était un Starbucks ou vous connaissiez déjà? Alors là, j'avoue quand même qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Très moderne. Non, le Starbucks, Michel. Bon, il y en a pas à Nice encore. C'est une chaîne mondialement connue de café. C'est-à-dire, ils installent. Voilà. Vous allez boire un café. Et puis alors, le café, il a c'est tout sauf du café, parce qu'on parle de café, on va au café frappé, cappuccino, mochaccino, barachouk, enfin c'est la totale. C'est vrai que par moment j'ai pris un coup de vieux, mais bon. Non, mais le Starbucks aujourd'hui, voilà, c'est un élément qu'il faut maîtriser. C'est aussi connu que le McDonald's. Oui, voilà, c'est l'équivalent du McDonald's, mais côté café. Voilà. Donc, vous allez partout, Michel, vous allez dans n'importe quel pays d'Europe. Non, mais maintenant vous connaissez. Mais vous avez Starbucks. Au moins, vous n'êtes pas dépaysé, parce que c'est toujours le même décor, toujours le même... Voilà, c'est le Ikea du café, quoi. Voilà. On va pas citer toutes les marques, mais voilà, on est là-dedans. Messieurs, on va faire une petite pause. On va boire un coup, se reposer 5 minutes. Et puis, vous allez nous parler un petit peu de votre métier de documentaliste sur le coup, justement, en rapport avec ces fameux Starbucks, même si, étant dans le milieu de l'hôtellerie, le Starbucks, vous connaissez quand même. Oui, je connais, parce que je voyage un petit peu, mais c'est pas... Bon, allez, on se quitte 5 minutes et on se retrouve juste après. Arrêt sur image dans cette visite du Paillon. La bibliothèque Louis Nucera se trouve sur le passage du fleuve, et si le cours d'eau a longtemps marqué une séparation entre deux mondes, aujourd'hui la bibliothèque est une vraie passerelle culturelle. Le Paillon, c'est le caractère niçois. C'est en même temps un fleuve, puisque même s'il est petit, il va de la montagne à la mer. C'est un fleuve qui a eu des emportements, puisque quand le Paillon venait, c'était pas bon signe. Et en même temps, c'est la signature. Auparavant, c'était une séparation, maintenant, c'est une union. Le Paillon n'est pas qu'un simple fleuve. Il symbolise aussi le sentier culturel de la cité niçoise. Donc nous suivons le Paillon en allant du Palais des Expositions, plus exactement du lycée Guillaume Apollinaire jusqu'à la mer, en suivant tout un courant intellectuel, un courant artistique, un courant culturel, un courant de loisirs avec la future coulée verte, qui unit les deux rives du Paillon et l'ensemble des Niçois. La bibliothèque a été inaugurée en 2002 et s'étend sur 7000 m². Mais au fait, qui était ce fameux Louis Nucera ? Louis Nucera est un des plus grands écrivains niçois,
parisien, français donc, qui a écrit en même temps sur la ville de Nice, dont il a vraiment été le chroniqueur passionné, et en même temps c'était un homme qui faisait de la critique musicale, qui écrivait sur le sport, qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française, qui connaissait la plupart des grands écrivains de ce siècle avec lesquels il était ami et qui nous laisse une trace indélébile dans l'histoire de Nice comme étant le meilleur chanteur de cette ville. Et cet emblème de la culture niçoise, qu'on appelle aussi la BMVR, Bibliothèque municipale à vocation régionale, est à la tête du réseau des bibliothèques de Nice, un réseau qui existe depuis 1998. C'est un réseau qui est à la disposition des Niçois, qui est un réseau en même temps scientifique avec la bibliothèque patrimoniale et d'études, qui est un réseau de proximité avec les bibliothèques de quartier et les médiabus, et qui est en même temps un réseau avec un grand établissement de lecture publique et qui ne fait pas uniquement le livre, mais aussi la vidéo, les nouvelles technologies, l'animation par la salle d'exposition et les spectacles culturels de l'auditorium Albert Camus. Le réseau BMVR, c'est aussi une bibliothèque pour enfants et bientôt un laboratoire de langue et un espace consacré à la recherche. La bibliothèque Louis Nucera est à la page puisqu'elle a un espace Twitter et un site internet. Tout pour être à la disposition de l'ensemble des Niçois d'une manière entièrement gratuite. L'inscription et le prêt ne vous coûteront pas un sou et vous profiterez d'un nombre impressionnant de documents. Il y a plus d'1 million de documents sur l'ensemble de la bibliothèque municipale de Nice, qui ne comprend pas que la bibliothèque Nucera, mais aussi tout le réseau qui va avec. Nous avons à peu près 1,5 million de prêts annuels et la fréquentation tourne à 1 million d'entrées. Et quoi de mieux qu'un écrivain pour parler d'une bibliothèque ? La BMVR est une bibliothèque populaire où on trouve énormément de livres, les romans, les livres d'histoire, des documents, des journaux, et avec un accueil tout à fait diligent et très efficace. Au-delà du grand choix de documents, l'atout de la bibliothèque, c'est son architecture. Le lieu est neuf, spacieux et lumineux. Tout ici respire l'étude et la culture. Ça me fait penser un peu quand on voit les films américains, aux bibliothèques américaines, quand on les voit au cinéma, qui sont toujours très chouettes. Non, c'est un lieu privilégié. Un lieu de rencontre aussi, parce que c'est sans se donner rendez-vous, on rencontre des gens qu'on connaît bien, et puis qui sont liés la plupart du temps par la curiosité pour le livre. L'amour ou la curiosité, du moins. La cité azurienne a toujours inspiré les écrivains. De Nietzsche à Max Gallo, ils ont noirci des pages au bord de la Méditerranée. Beaucoup de Niçois ont marqué la littérature et continuent de le faire. On a tout de même à Nice un prix Nobel, le Clésio. On a un prix concours Didier Van Covlert. On a un prix interallié moi-même. On a des écrivains qui écrivent beaucoup de livres sur l'histoire du pays, sur le patrimoine. Non, moi je trouve que c'est une ville du point de vue... Il y a beaucoup de gens qui aiment le pays, ce qui les motive à écrire. À la folie, c'est le nouveau bouquin de Pascal Marmé qui est notre invité aujourd'hui avec Michel Serra, bien sûr, aux éditions France Empire. Alors, Michel, vous m'avez dit, tout à fait dans le privé, sans mauvaises oreilles, ni les oreilles... ni oreillettes, ni la bienveillance de Pascal Marmé, que vous aviez aimé ce livre, qui s'en était très bien sorti et que, voilà, c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu. Et puis, vous avez parlé, donc, de toutes ces références à la mode, à l'actualité. Alors non loin de nous l'idée de penser que vous n'êtes plus d'actualité, mais vous avez dû vous documenter quand même sur tous ces phénomènes de mode. Bon alors, Starbucks, ça va encore, mais il y a des choses de temps en temps un petit peu plus pointues. Surtout pour la mode féminine. Alors j'ai un truc, c'est-à-dire que quand je vais à Paris, je vais souvent à Paris, j'ai une fois par mois à Paris. D'ailleurs le bouquin se passe entre Paris et Nice. Voilà, j'allais y venir. Il y a beaucoup de Paris et il y a beaucoup de Nice aussi. Pour faire plaisir aux Niçois, il y a des belles phrases sur Nice. Nice Matin aussi. Et il y a Nice Matin souvent, bah oui. Ouais, c'est normal.
c'est normal. Nice Matin, ça fait partie du paysage, du PAF de la région quand même, non? Puis les ports, les yachts. Alors, avant que vous... Paul et Joe, par exemple, pour prendre Paul et Joe. Voilà. Eh bien, quand je vais à Paris, j'aime bien, c'est ce que je disais à Michel tout à l'heure en coulisses, j'aime bien me promener avenue Montaigne, par exemple, et là, je note tous les magasins, par exemple, quand j'écris un livre sur la mode. Et puis alors, vous allez même plus loin, parce que on se promène la cagole. Donc ça, c'est l'expression typique. Non mais voilà. Oui, mais c'est aussi très actuel, c'est récent comme. Voilà. Et puis rasé du matin, et c'est Doc Martens. Alors Doc Martens, c'était des chaussures qui étaient très à la mode, il fut un temps, et qui reviennent. Voilà. Absolument. Donc oui, comme quoi. Faut suivre quand même le milieu de la mode. Quand on est écrivain, il faut qu'on soit un petit peu un témoin de son époque, un témoin de son temps. Et il faut que. J'ai lu elle, oui, pour les. Et je vais même vous dire, je suis allé dans les locaux du groupe Lagardère à Paris dans le 15e. Je suis rentré dans le hall pour voir comment c'était la description, et je pense exact. Après la description des bureaux, là j'ai inventé, mais la description de la tour, et le jour où j'y étais, donc dans cette tour, dans le 15e arrondissement, il y avait justement un mouvement de grève que je décris très bien dans le bouquin. Tiens, il y a la grève chez elle, ça c'est quand même rare. Et elle était pour de bon. Oui, parce que c'était en fait c'est une tour, c'est une tour qui abrite plusieurs magazines, Télé 7 jours, etc. du groupe Lagardère. D'ailleurs, quand vous téléphonez, c'est groupe Lagardère, j'écoute, c'est pas magazine Elle, j'écoute. Oui. Alors quand vous arrivez dans les locaux de Elle, vous tombez sur un MacBook, Michel. Vous savez ce que c'est un MacBook? Oui, ça j'en ai un. Là, c'est un ordinateur tout blanc. Là. Moi, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais je veux pas avoir l'air complètement demeuré. Et d'ailleurs, il y a une très jolie scène. Là, c'est une scène drôle parce que Pascal Marmé, il alterne l'angoisse. Et aussi, voilà, des scènes drôles de la vie. Et il y a une scène très drôle, c'est la fille, elle a fait toutes sortes de micmacs pour se faire embaucher par elle. Elle a piqué une carte de visite bon, je vous repasse les détails, de façon à se faire introduire auprès de la rédactrice en chef et la standardiste. Tu dis, ah oui, vous êtes, elle dit, sa nièce, ah oui, vous êtes sa nièce. Oui, l'air de dire, ah bon, tiens, vous aussi, enfin bon. Le ton est juste bien rendu, et quand elle arrive, on se rend compte que tout le monde se présente plus ou moins comme la nièce. Alors, la rédactrice en chef la fait marcher. Enfin, il y a une scène qui est amusante. Il y a une scène, c'est ce que je vous disais. On a besoin dans ces livres qui sont quand même menaces, qui sont quand même assez violents, parce que c'est quand même un thriller violent, moderne, actuel. On a besoin à un moment donné de rire, on a besoin d'une soupape de sécurité. Et là, cette scène-là, ça m'a fait penser beaucoup. Je l'ai écrite en pensant au Diable s'habille en Prada, parce que cette scène de nièce avec l'ascenseur et Valérie Trianon qui croit que prenez l'ascenseur, couloir à gauche, bureau 414, etc. Oui, un labyrinthe. Un labyrinthe. Et la fille, elle continue dans la vie, deux catégories de personnes. Elle dit souvent cette phrase, celles qui veulent et celles blablabla. Voilà. Et donc elle force les portes de ce magazine féminin, parce qu'elle veut arriver à ses fins, et elle y arrive vraiment. Et elle arrive dans le bureau donc du Saint des Saints, dans le bureau de Valérie Trianon. Et là, il y a une photo de Françoise Giroud. Enfin bon, je vais pas raconter Et d'ailleurs, je trouve que c'est le personnage de la journaliste, qui est une des trois filles importantes du roman, était réexploité. Johanna. Oui, Johanna. Je crois qu'il faut la reprendre. Parce que là, elle est complètement embringuée dans une intrigue qui lui échappe et dans laquelle elle est prise au fur et à mesure. Et bon, je ne tue pas à la fin, surtout, il ne faut pas raconter. Je me résiste. Mais je trouve qu'elle est sous-exploitée, quoi, voilà. Il y aurait de quoi faire un autre livre avec elle. Vous savez que j'aime bien les héros récurrents. En fait, ce Pascal Langle, que vous voyez, parce que je m'appelle Pascal, c'est un petit peu mon double littéraire. Je l'avais déjà utilisé dans mon premier roman qui s'appelle Il y a longtemps. Et pourquoi pas réutiliser Johanna dans un autre livre? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est une héroïne. Il est théâtreux à Nice. Alors, il a créé un groupe de théâtre à Nice. Oui, il a racheté un théâtre au bord de la faillite. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'il était courtier d'assurance, que j'étais avant. Donc voilà, c'est tout. C'est un petit peu mon double littéraire. Voilà, Pascal Marmé à la folie, ça sort aujourd'hui. C'est sorti hier en fait, plus exactement. Ça sort. Voilà. Vous pouvez vous le procurer évidemment aux éditions France Empire.
Michel? Je vais juste dire que Pascal Marmé et Joseph Judiciani continuent leur présentation d'autres auteurs. Et c'est Vladimir Fedorovski qui était déjà venu pour le roman d'espionnage, qui revient pour le roman de Raspoutine. Et c'est le 16 février, justement. C'est-à-dire là hein, voilà. Ou hier, peut-être, je sais plus. Bon. Mais c'est important de voir que autour de ce travail d'écriture, eh ben, Pascal Marmé et Joseph Judiciani veulent promouvoir aussi la littérature, continue les soirées littéraires. D'ailleurs, je vous invite, Michel et Nicolas, à venir partager avec nous. C'est la deuxième fois qu'il vient, Vladimir. Il vient souvent. Hein. Il aime bien l'hôtel Aria. La région, il aime bien Nice aussi. Ça lui plaît. Pascal Marmé à la folie. Voilà, c'est le roman, le conseil du jour. On va se quitter, chers amis, avec Marion et Chris qui vont évidemment nous présenter toutes les sorties utiles et culturellement enrichissantes pour ce week-end. Enfin, j'espère. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. J'ai un peu mangé le jingle, sorry. Je suis encore sur la chronique du Franglish. Vous allez bien ? Toujours. Très très bien. Alors vous allez nous essayer d'occuper notre week-end et on va commencer, Marion, par la traditionnelle fête du citron, bien sûr. Oui, naturellement, comme tous les ans. Hein. Et cette année, c'est la 79e édition quand même. Hein. Il fallait y penser. À Menton, toujours. Donc, comme tous les ans, hein, vous pouvez venir observer, admirer même les chars de jour comme de nuit, et même les jardins qui sont remplis de créatures fantastiques faites d'agrumes. Donc, pareil, de jour comme de nuit. Le thème cette année, c'est les régions de France, et vous avez jusqu'au 7 mars pour visiter cet événement qui est quand même unique au monde, il faut bien le préciser, qui accueille chaque année à peu près 200 000 visiteurs, mobilise 300 professionnels et nécessite 145 tonnes d'agrumes. Donc vous avez tous les renseignements sur le www.fête-du-citron.com ou vous pouvez joindre directement l'Office du tourisme de Menton au 04 92 41 76 76. Ouais, et le citron, c'est très bon pour lutter contre le scorbut, bien sûr. Merci pour ces petits conseils-là. C'est tellement répandu de nos jours. Oui, exact. Hein, plus que ce que vous ne croyez, Marion. Exactement. À 2 contre 1, j'aime bien ça. On m'avait volé mon stylo. Ok, pour les enfants maintenant, oui. Ma petite. Pour les enfants, ce week-end, samedi et dimanche, la ferme du Far West à Antibes organise une activité qui s'appelle les artistes en herbe pour les petits créatifs. Donc les jeunes visiteurs pourront participer à plusieurs ateliers où ils fabriqueront des masques, des pochoirs en forme d'empreintes d'animaux, enfin plein de petits accessoires qui pourront venir agrémenter des costumes puisque vous savez, c'est bientôt Mardi Gras, ils vont devoir se déguiser, donc ça tombe très très bien. Vous pouvez réserver vos billets sur le site de Marineland, donc www.marineland.fr, rubrique ferme du Far West. Ce sera 10 € pour les enfants et 13 € pour les adultes. Alors l'autre festival de Cannes, ma chère Marion, c'est le festival des jeux. Ça vous fait rire en plus. Non, c'est pas ça qui me fait rire. Mais non, mais pas du tout. Non, mais c'est ferme du Far West, tout ça, je l'imagine sur le poney en cow-boy. C'est pour ça que je ris. Voilà. Non, l'autre festival, le festival des jeux, très bonne transition, bravo. Quand même. Okay, donc est-ce que vous savez jouer au bagamon? Facile. Au rami. Ouais. À la coinche. Non, à la coinche non. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'occasion d'apprendre. Et est-ce que vous savez jouer au awalé? Au quoi? Au awalé. Non. Au Bakugan, oui. Au Bakugan. Parce que mon petit neveu il joue au Bakugan. Bon alors déjà, donc c'est l'occasion de venir découvrir donc des jeux un peu venus d'ailleurs et aussi en avant-première des centaines de jeux de société donc qui ne sont pas encore sur le marché, mais aussi des jeux vidéo. Alors le festival organise plusieurs tournois, des tournois. FIFA 12. Non, pour l'instant on reste sur le classique, donc des tournois d'échecs, de Scrabble, de dames. 15 000 compétiteurs sont attendus venus des 4 coins du monde. Et oui, pour les gamers, nous avons donc la 5e édition de la World Game Cup. Vous pourrez venir vous affronter en solo ou en équipe. Il y a un tournoi FIFA, naturellement, mais aussi sur des jeux de combat comme Mortal Kombat ou Street Fighter. Et enfin, pour les fans, il y a aussi, à l'occasion de la sortie de Star Wars épisode 1 en 3D, l'école des Jedi qui sera sur place et qui viendra vous apprendre à manier le sabre laser. Alors moi, j'y vais de suite, je suis déjà inscrite. Donc, en plus, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Et voilà, profitez-en. Comme dirait Chris Bartholdi, ça tue. Et enfin, on termine par un événement incontournable à Nice, évidemment. Carnaval.
Comment passer à côté? Alors les festivités débuteront ce soir à 20h30 et ce sera donc le début de cette 128e édition du carnaval de Nice. L'entrée sera gratuite pour tous et puis samedi à partir de 14h30 vous êtes attendus sur la promenade des Anglais pour la typique bataille de fleurs. À 21h vous pourrez admirer le corso tout illuminé. Il y aura une vingtaine de chars et 1 millier de danseurs et musiciens venant des 5 continents. Et enfin dimanche à 14h30 le défilé carnavalesque. On vous rappelle que cette année, le thème, c'est le roi du sport. Pour ceux qui n'ont pas le temps de venir admirer le carnaval ce week-end, pas de panique, puisque les festivités durent jusqu'au 4 mars. Vous pouvez compter 20 € pour un adulte et 10 € pour les plus de 6 ans en tribune. En promenoir, par contre, ce sera environ moitié prix. Bon, bah écoutez, merci. Je pense que on va s'amuser. Voilà. Bon, vous allez apprendre à manier le sabre. Moi, c'est décidé là. Et Moi, vous je ferai la bataille de fleurs. Ah, c'est dommage. J'espère vous affronter sur la bataille de fleurs. Le cowboy, ouais, non, rêvez pas. Bataille de fleurs, en plus, on s'affronte pas la bataille de fleurs. Par contre, non, vous voulez absolument pas aller à la ferme là, vous déguisez en cowboy. Non, mais si ça peut vous faire plaisir, oui, je ferai un reportage même. Nickel. Merci. En tout cas, passez donc un très bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur ce plateau. Nous vous saluons bien tendrement.